Donc, je vais tout d'abord donner la parole à Brigitte Leblanc, donc, qui est docteure vétérinaire, praticienne pour animaux de compagnie à Brest, et qui a rédigé une très belle contribution intitulée Prothèse pour animal, animal prothèse, à qui profite la prothèse? Alors, élément de réponse tout de suite avec Brigitte. Je vais vous donner le micro. Merci. Bonjour, bonjour à tous et je suis ravie d'être là avec vous. Merci à Aloïse pour son invitation. Merci et bravo à toute l'organisation universitaire pour ce colloque. Vraiment, c'est formidable d'être là avec vous. Donc, comme l'a si bien présenté Aloïse, les rapports entre les animaux, les humains et les robots commencent à se diversifier, à se multiplier. Les animaux, comme les humains, peuvent se mécaniser, soit de façon directe dans leur corps, comme elle l'a si bien présenté, mais de façon indirecte également, avec tous les objets connectés. Merci. Tous les objets connectés dont elle nous a parlé auparavant. L'hybridation entre les animaux et les humains existe aussi. C'est un phénomène de société, entre autres avec les xénogreffes dont tu as parlé également aussi. Et beaucoup de questionnements se posent par rapport en fait, aux animaux, au niveau effectivement de l'hybridation entre... concerne effectivement des réflexions concernent en fait les animaux. Alors les animaux peuvent être d'une part mécanisés, mais dans ces cas-là, contrairement aux humains, ce ne sera pas de leur fait, mais du fait de leur propriétaire qui l'aura décidé. Et l'animal aussi peut être utilisé, et il est souvent réifié, utilisé par l'humain, comme il le ferait d'un matériel inerte ou d'un robot même. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on parle de mécanisation et d'utilisation de l'animal à un vétérinaire, il va penser à la prothèse. Et c'est là-dessus, du coup, que j'ai basé mes réflexions. Alors, la prothèse, qu'est-ce que c'est? La prothèse, c'est un objet artificiel qui a été façonné par l'homme, au tout départ, en fait, avec des choses qu'il a trouvées dans la nature, puis de plus en plus par sa propre créativité. Cette prothèse, elle est donc, c'est un ajout. Ce prothésis en latin, enfin en grec, pas en latin, en grec ancien veut dire effectivement ajout. C'est un ajout qui est fait en fait au corps de la personne ou on va le voir de l'animal, qui va remplacer ou suppléer soit un organe manquant ou une fonction manquante ou défaillante. Au départ, la prothèse a été créée par l'homme et pour l'homme. Mais de plus en plus, les animaux prennent de la place et c'est heureux dans nos sociétés. On les considère de façon... on essaie de les considérer de façon un petit peu plus importante. Les animaux de compagnie font même partie de la sphère familiale et de plus en plus, du coup, les prothèses vont aussi pouvoir être utilisées sur les animaux qui vont en bénéficier la plupart du temps pour leur plus grand bien. Il faut l'espérer. L'homme, du coup, dès l'Antiquité, a utilisé les prothèses. On parlera par exemple d'Hérodote, qui a parlé dans ses écrits d'un premier substitut en bois pour remplacer un pied qui a été amputé. Donc des prothèses qui étaient au départ mécaniques et qui permettaient à l'humain de retrouver une certaine autonomie, un certain équilibre. Mais après la Première Guerre mondiale, on a vu aussi arriver des prothèses à visée plus esthétique. Ces prothèses visaient en fait à donner aux personnes qui avaient été blessées par la guerre, les fameuses gueules cassées de la Première Guerre mondiale, qui avaient vu leur visage déchiqueté par les engins de mort, de retrouver en fait une face un petit peu plus acceptable d'un point de vue social, de retrouver donc du coup une vie sociale, une acceptation dans le regard d'autrui qui était un petit peu plus facile. Donc, en médecine vétérinaire, les prothèses sont d'utilisation bien plus récente que ça, en dehors de certains bricolages, mais quelquefois très très intéressants finalement, faits par des personnes qui voulaient faire quelque chose pour leur animal de compagnie, surtout leur chien. Et maintenant, en fait, à notre époque, on va avoir deux grands styles de prothèses qui vont pouvoir bénéficier aux animaux. D'une part, les endoprothèses, qui sont donc implantées dans le corps de l'animal, et les exoprothèses, qu'elles soient amovibles ou non amovibles, qui vont donc être visibles par la personne qui voit l'animal. Alors, les endoprothèses, on va en parler rapidement. C'est par exemple en fait un ligament de prothèse pour une rupture d'un ligament croisé sur le genou d'un chien. C'est une pathologie assez courante chez les chiens, ou des prothèses de la hanche, qui sont très communes également chez nos animaux. Au niveau des exoprothèses, elles sont plus connues, plus médiatisées, en fait, plus connues par le public. Les exoprothèses, amovibles ou non amovibles, effectivement, permettent à l'animal de récupérer une autonomie au moins partielle. On va avoir ainsi des prothèses de membres, des prothèses de queue, de bec, d'aileron, selon l'animal, selon le handicap.
Toutes ces prothèses ont pour but surtout de favoriser l'autonomie, de récupérer en fait l'autonomie du chien, de l'animal d'une manière générale, sa mobilité, d'augmenter sa qualité de vie et d'augmenter son bien-être. Quelquefois aussi de permettre une communication entre congénères. Donc on a des prothèses de membres sur des chiens qui quelquefois sont amputés des 4 pattes, des prothèses de bec plus ou moins artisanales ou plus ou moins complexes, mais qui vont permettre à l'animal de récupérer simplement une fonction de sustentation. Quelquefois en fait le bec est tellement abîmé que l'oiseau ne peut pas se nourrir tout seul sans cette prothèse. Des prothèses d'aileron pour un dauphin qui a été blessé, etc. Donc toutes ces prothèses sont de plus en plus techniques, mais elles ont quand même pour l'instant un stop, un arrêt. On n'a pas encore, du moins pour les animaux, de mise en place de prothèses que l'on pourrait dire robotiques, bioniques. Par exemple des prothèses myoélectriques où on aurait des capteurs qui sont insérés au niveau des nerfs moteurs du moignon. C'est pas que ce soit pas réalisable, bien sûr c'est réalisable, mais le problème c'est qu'il y a déjà un problème de coût qui est évident, mais aussi un problème de fragilité. Ce sont des prothèses qui sont en général fragiles et la vie de l'animal, sa façon de vivre est relativement peu compatible avec ce style de prothèse. Donc beaucoup d'exoprothèses pour le moment, effectivement, sont des prothèses par exemple par ostéo-intégration, mais je ne vais pas tellement vous en parler. Parce que la plupart du temps, ces prothèses vont nécessiter, et c'est une très bonne chose, la collaboration de 2 métiers différents, vétérinaire d'une part et prothésiste animalier d'autre part. Les prothésistes mettant en œuvre tout le matériel en fait, d'élaboration de la prothèse, son suivi, les réglages, etc. Beaucoup de prothésistes en fait, qui ont travaillé en milieu humain, en médecine humaine, se sont tournés ensuite vers la prothèse animale pour le plus grand bien de nos animaux. Donc j'en parlerai pas tellement parce que Antoine Maître, qui est prothésiste animalier et créateur d'Orthopia, vous en parlera bien mieux que moi. Moi, je vais simplement en fait me poser la question sur pour qui à qui mettons des prothèses au niveau des animaux. Alors les animaux, la plupart du temps qui vont bénéficier des prothèses seront les animaux de compagnie. Pourquoi ? Parce que déjà, il y a le problème de coût, dont j'ai parlé déjà tout à l'heure, et puis parce que les prothèses, quelles qu'elles soient, nécessitent quand même une certaine mise en place, qui peut être plus ou moins difficile, des réglages, des ajustements et une certaine hygiène. Donc, nécessite un suivi humain. Le suivi humain n'est possible du coup que pour les animaux de compagnie. Il peut être possible également pour certains animaux de rente. On a vu des cochons, par exemple, qui ont bénéficié de prothèses. À ce moment-là, c'est bien pour eux parce que finalement, ils quittent un petit peu le secteur de l'animal de rente. Ils ne seront en général pas mangés, par exemple, puisqu'ils deviennent des sortes d'animaux de compagnie. On peut également mettre des prothèses à des animaux sauvages, mais simplement ceux qui vont rester plutôt dans la captivité, dans des zoos, des parcs animaliers, puisque là, ils pourront bénéficier effectivement d'un suivi quant à leurs prothèses. Parce que c'est difficile de rendre à la vie sauvage un animal qui a une prothèse, surtout si cette prothèse concerne un secteur important dans sa vie qui lui permet de survivre dans la nature. Si cette prothèse, en fait, répare un organe ou une fonction, mais de façon seulement partielle, par exemple sur des domaines comme la sustentation, la prédation ou la fuite pour les animaux qui sont plutôt des proies. À ce moment-là, si la prothèse n'est pas suffisamment efficiente, l'animal va risquer sa vie à tous les moments. Donc ce ne sera pas tellement facile de faire repartir dans la vie sauvage un animal qui a une prothèse. C'est arrivé quand même dans quelques cas un petit peu spécifiques, comme par exemple des implants dentaires sur un lynx qui a pu récupérer, en fait, il a récupéré un croc en implant qui a pu récupérer une vie sauvage, ou des carapaces de tortue sous forme de prothèse, en fait une prothèse de carapace de tortue qui a permis à la tortue de retourner ensuite à la vie sauvage. Mais ce sont quand même des exceptions. Alors par contre, j'ai parlé tout à l'heure en fait des prothèses esthétiques, des gueules cassées en fait après la Première Guerre mondiale. Il faut savoir qu'également en médecine vétérinaire, les prothèses esthétiques commencent à faire jour. Et là, la question qui va se poser, c'est qu'est-ce que veut l'homme en mettant cette prothèse esthétique ? Est-ce que l'homme veut vraiment rendre service à l'animal, assurer son bien-être d'une manière selon la prothèse, ou bien est-ce qu'il cherche à améliorer l'animal, à le rendre simplement esthétiquement plus beau ? Et on voit apparaître des prothèses dentaires, des prothèses oculaires, des prothèses testiculaires, dont je vais vous parler. Et la question, toujours à garder en tête, c'est du coup à qui va profiter la prothèse.
Les prothèses oculaires, par exemple, peuvent devenir des vrais petits bijoux de technicité. On ne remplace pas, si un animal nécessite une énucléation, par exemple s'il a perdu un œil, on peut dans certains cas utiliser des prothèses oculaires qui vont garder le globe oculaire et faire comme si l'animal en fait avait véritablement son œil avant son accident. Ça nécessite par contre des interventions chirurgicales quelquefois longues, quelquefois douloureuses pour l'animal. Cela nécessite ensuite des soins particuliers pour l'animal qui peut ressentir certaines gênes et une hygiène en tout cas au niveau de la prothèse puisque c'est quand même quelque chose qui n'est pas complètement naturel. Et là, c'est vrai que se pose la question, d'accord, la technique est possible, mais à qui profite la prothèse? Parce que la fonction vision, elle n'est pas récupérée. Seule la fonction esthétique de l'œil le sera. Alors pour le maître, peut-être effectivement que ça peut être important, mais pour l'animal, est-ce que c'est important d'avoir cette prothèse alors que finalement il ne voit pas avec? Donc la question, à qui effectivement profite la prothèse? Et la question qui est un petit peu auxiliaire, c'est si la personne veut véritablement en fait avoir une prothèse oculaire pour son chien, parce que sinon pour elle c'est l'euthanasie, c'est la dure réalité de la vie vétérinaire, à ce moment-là il se pose quand même la question de la profondeur du lien qui existe entre le maître et son animal. Si juste le retrait d'un œil peut casser ce lien. Alors c'est un peu plus drôle, mais peut-être pas pour l'animal, les prothèses testiculaires. Alors les prothèses testiculaires ne se font pas en France, mais elles existent en Amérique. Et si vous êtes intéressé par le sujet, je vous invite à taper chien Kardashian et vous en saurez plus. Voilà. Alors les prothèses testiculaires sont dédiées en fait aux animaux, aux chiens par exemple qui ont été castrés, et que le regard humain, ça gêne le regard humain d'avoir des scrotums qui sont vides. Et dans ces cas-là, on les remplit avec des billes de silicone pour rétablir effectivement une forme qui soit adéquate. Mais le chien dans tout ça, est-ce que ça profite au chien? En aucune manière. Le chien, lui, il n'en a rien à faire d'avoir des testicules qui soient remplis. Pour lui, le chien, sa communication avec ses congénères notamment, elle passe plutôt par son odeur corporelle, son empreinte phéromonale, par sa posture, par tout son langage vocal, certainement pas par le fait d'avoir des testicules qui soient visibles ou pas. Donc, attention, à qui effectivement profite la prothèse. Alors, en France, donc, la prothèse, effectivement, elle doit servir à l'animal, à mon sens, servir à l'animal et pas à l'humain. Donc, est-ce que ces prothèses esthétiques sont réalisables en France? Quel est le cadre juridique qui va les entourer? Donc, je vais rappeler déjà que selon le code de déontologie vétérinaire, chaque vétérinaire est responsable de ses décisions et de ses actes. Et qu'il respecte les animaux et que l'intérêt de l'animal doit passer avant le sien. Je rappelle également l'acte de chirurgie vétérinaire qui est défini comme tout acte affectant l'intégrité physique de l'animal dans un but thérapeutique ou zootechnique. Donc du coup, les choses semblent relativement claires. On ne parle pas de chirurgie esthétique, on parle d'intérêt propre de l'animal. Donc ça semble relativement cadré. Il faut également parler de l'article 10 de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, qui est transcrit en fait dans le droit français par l'article R214-21 du Code rural et de la pêche maritime. Cet article interdit les interventions chirurgicales à des fins non curatives ou pour modifier l'apparence d'un animal de compagnie, sauf si cette intervention non curative est nécessaire dans l'intérêt propre de l'animal ou pour empêcher sa reproduction. Un vétérinaire est d'ailleurs passible de poursuites disciplinaires s'il enfreint ces dispositions. Donc, en théorie, le garde-fou est là. Les prothèses esthétiques qui ne servent pas à l'animal, qui n'ont pas d'intérêt pour lui, sont interdites dans le droit français. Mais attention, l'intérêt propre de l'animal a souvent tendance à être un peu confondu avec l'intérêt du propriétaire. Donc c'est un garde-fou qu'il convient de vraiment bien respecter et de surveiller. La prothèse doit rester de l'ordre du soin et non pas devenir un levier pour pouvoir améliorer l'esthétique du vivant. Donc, car l'homme a tendance effectivement à mécaniser l'animal de façon assez importante et de l'utiliser en tout cas déjà au sens de la prothèse, c'est-à-dire au sens de remplacer ou suppléer un organe ou une fonction défaillante selon sa définition. Si on veut parler assez largement, finalement, la domestication, c'est une sorte de travail de prothèse également, puisqu'elle a transformé les animaux en outils
pour pallier nos déficiences un peu physiques, c'est-à-dire qu'effectivement le bœuf a plus de force que nous pour tirer la charrue, tout simplement. Mais bien sûr, on va utiliser également l'animal pour des prothèses. On les utilise comme source de prothèses biomédicales. Je rappelle qu'il y a encore des valves cardiaques d'origine porcine ou bovine qui sont utilisées. Et qu'en 2022 a eu même lieu par 2 fois la greffe d'un cœur de porc dans une poitrine humaine, donc en Amérique. Et là, ça pose quand même beaucoup de questions éthiques quant au bien-être de l'animal. Non, c'était un porc transgénique, mais génétiquement modifié, mais quand même. Donc le bien-être de cet animal à qui on a retiré le cœur pour le greffer de façon expérimentale à un humain. Alors d'une façon complètement différente, et cette fois-ci c'est le législateur qui a travaillé, le législateur a qualifié le chien guide d'aveugle de prothèse vivante. Donc c'est le prothèse vivante, effectivement, concernant le chien guide d'aveugle, mais qui peut être aussi appliqué finalement à tous les animaux d'assistance. Alors cette fois-ci, on ne supplée pas à un organe, on supplée à une fonction défaillante, c'est-à-dire par exemple pour le chien guide d'aveugle, la cécité de la personne. Et cette qualification pourra être donnée à tous nos animaux d'assistance. Alors, quelles sont les activités dans lesquelles les animaux peuvent être qualifiés de prothèses vivantes? Alors, si on cite Fabien Bouquillon, il nous dit « La prothèse permet de corriger les infirmités du corps et en constituerait le prolongement ». Il faut donc, pour qu'un animal soit considéré comme une prothèse vivante, qu'il soit dédié à une personne déjà bien particulière, donc une seule personne, et d'autre part qu'il supplée cet animal, au moins partiellement, à une fonction qui est défaillante, manquante, donc à une infirmité du corps. C'est le cas bien sûr des chiens guides d'aveugles, mais c'est le cas aussi des chiens d'assistance pour les personnes qui sont en difficulté en fait locomotrice. Alors oui, j'ai oublié de dire que je parlerai beaucoup de chiens. Il y a eu des essais d'aide simienne aux personnes tétraplégiques avec des petits singes capucins pendant les années 90-2000. Projet qui est arrêté en fait en 2007 si mes souvenirs sont bons, puisque ces petits capucins d'une part présentaient des troubles de l'attention lorsqu'ils travaillaient avec les personnes, et d'autre part quelquefois des problèmes d'agressivité. Et là c'est un petit peu, ça n'a pas été la cause de l'arrêt de l'expérimentation, mais leur bien-être devait être tout relatif, des capucins, voilà. Donc on va parler beaucoup de chiens, donc avec les chiens guides d'aveugles, les chiens d'assistance, les chiens aussi donc pour les personnes à difficulté locomotrice, des chiens aussi écouteurs pour les personnes à déficience auditive. On doit parler également des chiens d'alerte pour les personnes diabétiques ou épileptiques. Alors c'est vrai que ces chiens d'alerte elles vont donc prévenir d'une crise, donc on ne supplée pas à une infirmité, mais on permet de faire en sorte on fait en sorte que cette infirmité ne pose pas de problème de blessure ou d'accident en fait à la personne, en anticipant la crise. On doit parler également des chiens d'éveil qui sont dédiés à des enfants de façon personnelle, souvent des enfants qui sont concernés par des pathologies définitives, troubles autistiques, trisomie 21, polyhandicap. Ces chiens d'éveil leur sont destinés donc de manière individuelle et ils sont indispensables à leur vie parce qu'ils les intègrent dans la société et leur permettent effectivement de calmer leurs angoisses de façon durable. Donc, Xavier Labbé dit à propos des chiens guides d'aveugles, et c'est valable pour tous les chiens d'assistance, ce ne sont pas des appareils de confort, ce sont des prothèses véritables. Et c'est tout ce qui fait la distinction entre l'animal d'assistance et l'animal de médiation. Par exemple, le chien de médiation, son utilité est indéniable, on le voit dans les domaines carcéraux, judiciaires, dans les EHPAD, dans les domaines scolaires également. Mais cet animal va venir appuyer l'action d'une personne, d'un intervenant dans son activité professionnelle. Donc ça veut dire que cet animal va être en contact avec de multiples bénéficiaires et pas avec un seul, et qu'il va avoir des missions qui vont être limitées dans le temps, autant que son intervenant en fait humain. Alors que donc, le chien de médiation en tant que tel, on va lui demander d'avoir un certain savoir-être par rapport à la personne, par rapport à toutes les personnes qu'il va rencontrer. Ce savoir-être par rapport à toutes ces personnes va être aussi demandé au chien d'assistance, mais le chien d'assistance, lui, en plus, va devoir faire montre d'un savoir-faire qui va être issu d'une éducation un peu spécifique. Alors,
Pour reparler en fait de Xavier Labbé qui a beaucoup en fait travaillé sur cette notion de prothèse vivante, il indiquait également que dans ces cas-là, l'animal pouvait être considéré encore comme un meuble, mais un meuble qui, destiné à remplacer un organe défaillant, peut dans ces cas-là devenir une personne par destination. Il semblerait donc que l'animal prothèse vivante puisse devenir une personne par destination et cela peut éventuellement lui accorder certains droits que n'ont pas les animaux de compagnie. Et c'est là-dessus effectivement qu'on va se pencher un petit peu. Alors, tout d'abord, comme je le disais tout à l'heure, en fait, ces animaux, les animaux d'assistance, vont avoir une éducation bien spécifique. Donc, tout animal ne peut pas devenir en fait un animal d'assistance en France, du moins. Les chiens, par exemple, d'assistance proviennent de centres qui sont labellisés et qui ne vont éduquer que les animaux provenant de centres d'élevage dédiés. Et ces animaux vont avoir en fait une éducation bien spécifique avec 2 formateurs qui sont agréés par le centre. C'est ce qui explique la différence également, avec les États-Unis par exemple. En France, les chiens dits de soutien émotionnel, les ESA, Emotional Support Animals, ne sont pas reconnus en France comme des animaux d'assistance. Ces animaux de soutien émotionnel ne présentent ni le savoir-être avec les gens, ni le savoir-faire provenant d'une éducation spécifique. Ce sont donc des animaux qui font du bien aux gens, mais qui n'ont pas en fait de spécificité, contrairement aux chiens d'assistance ici en France. Donc, quelles sont du coup les particularités de ces chiens d'assistance, puisque ces chiens d'assistance devenant des personnes par destination semblent avoir des droits un peu différents de nos chiens de compagnie, nos animaux de compagnie. Encore que l'on va voir que ces droits servent plus à leurs bénéficiaires qu'à l'animal proprement dit. Alors déjà, il faut savoir que l'animal d'assistance est donné aux bénéficiaires. Ce n'est pas en fait un achat ni quoi que ce soit. L'animal est gratuit. Il va bénéficier, il va donc aller travailler avec son bénéficiaire qui ne va pas en avoir la propriété par contre. Tant que l'animal va rester en activité, c'est l'association qui lui a donné qui va en garder la propriété. Le bénéficiaire va faire en sorte d'assurer par contre les soins, en assurer la responsabilité juridique et autres. La loi ensuite du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées va annoncer les dispositions particulières importantes, principales, liées aux chiens guides et aux chiens d'assistance. Donc, l'autorisation et la gratuité d'accès du chien d'assistance ou du chien guide et de son maître pour les transports, les lieux ouverts au public et aux lieux d'activité professionnelle, formatrice ou éducative, et cela sans facturation supplémentaire. Dispense de muselière pour le chien d'assistance ou de guide dans ces mêmes lieux, une amende de 3e classe en cas de non-respect de ces textes. Et l'ordonnance du 26 septembre 2014 a offert ces mêmes droits au chien qui était en formation lorsqu'il est avec la personne qui est en train de l'éduquer. Donc l'animal prothèse vivante a des droits particuliers, on le voit, mais des droits qui servent plus son bénéficiaire que lui-même. Maintenant, il faut se mettre à la place de l'animal en tant que tel. L'animal prothèse vivante, qu'est-ce qu'il retire de cette expérience, de ce travail, puisque c'est un travail? Et que peut-on en dire en fait à ce niveau-là? Donc l'animal prothèse vivante déjà est d'abord et avant tout un animal doué de sensibilité, être vivant. Donc il faut respecter sa vie, il faut respecter sa physiologie, il faut respecter son comportement, son bien-être doit être assuré. Par exemple, son éducation doit suivre 2 grands principes. L'éducation doit subir, il subit une éducation en fait pour acquérir un certain savoir-faire, mais seulement s'il le désire. Donc cette éducation est fondée sur la libre coopération du chien d'un côté, et la mise en place de cette éducation doit être non coercitive. Il est hors de question d'utiliser des moyens de coercition pour apprendre ce savoir-faire à ce chien d'assistance. Donc ensuite, ces animaux qui vont être donc au travail avec leur personne bénéficiaire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pas de repos, pas de répit. Donc ils vont effectivement faire un travail qui est très important, un travail d'aidant. Et une chose que l'on oublie également, c'est qu'on parlait tout à l'heure des soutiens émotionnels. Le chien d'assistance est également un animal de soutien émotionnel. Il amène de l'autonomie, de la sécurité à son propriétaire. Il amène également un certain vecteur social, donc un lien social qui est évident. Et c'est souvent un aspect que l'on oublie sur le chien d'assistance, qui est pris
d'un point de vue travail sur l'assistance, mais on oublie qu'il y a aussi ce soutien émotionnel à la personne qui est très important et qui fait en sorte que la personne à qui il est dédié va souvent avoir besoin de beaucoup moins d'aide humaine et d'aide médicamenteuse, par exemple, pour calmer ses angoisses ou ses anxiétés. Donc c'est un point qu'il convient de bien appuyer dessus. Cette double vocation, donc d'animal d'assistance, mais également d'animal émotionnel, fait en sorte qu'il va falloir faire attention à son bien-être à cet animal, faire attention à son bien-être tant physique qu'émotionnel, que mental, au même titre que l'on fait attention à la personne aidante humaine lorsqu'elle aide une personne en situation de handicap ou une personne malade. Le chien va avoir le même rôle. Donc, on s'inquiète de la fatigue émotionnelle ou de la fatigue physique de l'aidant humain, mais on oublie souvent cette fatigue émotionnelle ou cette fatigue physique quand il s'agit du chien. Donc ça, c'est le premier écueil, à mon avis, qu'il va falloir étudier pour les chiens d'assistance. Alors bien sûr, les chiens d'assistance, en fait, le bénéficiaire a été bien briefé par le centre d'éducation. Il sait qu'il va falloir lui accorder des moments de repos, des moments où il va pouvoir se détendre, etc. Mais il faut avouer que dans nos situations actuelles, les espaces urbains, nos villes sont très très peu compatibles avec une possibilité en fait pour un chien d'assistance de pouvoir s'ébattre en toute liberté et en toute sécurité, tant pour son maître que pour lui. Une autre question qui se pose sur l'animal d'assistance, c'est l'impact que peuvent avoir les différents moments de sa vie pendant toute sa carrière. Donc, ce chien d'assistance va d'abord être dans son centre d'élevage, il va ensuite partir en famille d'accueil, puis en centre d'éducation, va être ensuite donné à son bénéficiaire et arrive ensuite le grand moment, le moment le plus crucial certainement dans sa vie, le plus difficile dans sa vie, qui est sa mise à la retraite. Tous ces moments-là sont pour le chien des pertes de rituels, des pertes de ses habitudes, de ses repères, qui peuvent être problématiques. Et dans certains cas, qui peuvent amener à des troubles du comportement. C'est ce qu'on appelle l'anxiété de déritualisation. Donc ce moment-là est encore plus crucial au moment de la retraite, puisque pendant des années, l'animal a eu des repères, des rituels pendant des années avec son bénéficiaire, et du coup, d'un coup, il se retrouve sans rien. À un moment où lui-même, le chien, est déjà un peu plus âgé, donc beaucoup moins plastique, beaucoup moins malléable pour réapprendre en fait de nouvelles habitudes. Donc c'est un sujet sur lequel, là encore, il va falloir se pencher. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer en fait cette situation ? Alors déjà, je pense que, personnellement, je pense que dans un premier temps, il faudrait vraiment reconnaître à cet animal d'assistance un statut vraiment particulier. Un statut particulier d'aidant, au même titre que les aidants en fait humains. Il faudrait reconnaître que cet animal prothèse vivante est à la fois un aidant 24 heures sur 24 et qu'il assure également une aide de soutien émotionnel qui n'est pas sans avoir des incidences sur sa propre vie. C'est un véritable collaborateur, comme l'écrit Muriel Falaise. Alors, comment protéger ce collaborateur ? Le premier pas, ce serait donc de lui accorder sans doute un statut particulier, et pourquoi pas accompagner ce statut particulier par la possibilité d'une cotisation retraite. Cotisation retraite qui serait soutenue par l'État, je le spécifie, et pas par le centre d'éducation qui a déjà fait beaucoup pour cet animal et pour les bénéficiaires. Je vous rappelle que le don de l'animal en fait est gratuit, et que l'éducation d'un chien d'assistance coûte très très cher. Mais cette cotisation retraite qui pourrait être soutenue par l'État semblerait normale eu égard à tout ce qu'a pu apporter l'animal. Il a apporté du bien-être, de l'autonomie à la personne dont il était bénéficiaire. Il lui a évité également d'avoir recours de façon trop importante à des personnels humains, et des recours aussi à des médicaments pour calmer son anxiété ou les choses comme ça, finalement, ce sont des économies qui pourraient peut-être servir à l'animal. Cette cotisation retraite pour l'animal pourrait lui servir soit à pouvoir rester chez son bénéficiaire à côté du nouvel animal d'assistance, si pour lui, et c'est certainement la situation la plus agréable pour ce chien, mais qui est quelquefois difficile à supporter pour le bénéficiaire parce qu'il se retrouve à devoir supporter les soins, la vie courante, l'alimentation de deux animaux, son ancien animal d'assistance et le nouvel animal d'assistance. Cette cotisation retraite pourrait servir également à l'aider, ce chien, s'il présente des problèmes de comportement ou des problèmes physiques qui ont été liés à son travail. Et à ce moment-là, en fait, pour que ces problèmes-là ne deviennent pas un frein à son adoption, cette cotisation retraite pourrait aider en fait à ce niveau-là.
Une deuxième proposition serait de repenser nos espaces publics, nos espaces urbains. C'est vrai que nos villes sont de plus en plus tournées vers l'inclusion, et c'est une bonne chose des personnes en situation de handicap, quel que soit le handicap, mais on oublie souvent que cette personne est accompagnée d'un animal. On oublie d'intégrer l'animal dans notre perception en fait, des espaces urbains et des villes. Ce serait quelque chose qui serait bon en fait, de voir. Alors pour terminer, je dirais que l'on parle en fait de la prothèse pour l'animal ou de l'animal en tant que prothèse vivante, le flou juridique, un peu en lévitation juridique, comme dit le professeur Marguenot, de l'animal entre animal vivant doué de sensibilité et un animal que l'on réifie, que l'on utilise aussi à l'envi, rend les choses compliquées et amène à de possibles dérives. Et ces dérives, quelquefois déjà existantes, je vous rappelle les prothèses testiculaires, et les dérives éventuellement à venir, il serait bon en fait de pouvoir les encadrer. Parce que ces dérives seront toujours nocives à l'animal et uniquement à l'animal, alors que l'animal, lui, finalement, n'a pas droit à la parole, sauf si on prend la parole à sa place pour essayer de le défendre. Je vous remercie.